Sto ti dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Dalla, mamma l'onda la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, che calonna la discoteca. Sto ti mamma mia, calonna la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, calonna la discoteca. Sto ti dalla, mamma mia, calonna la discoteca. Je viens d'arriver devant le bâtiment d'architecture du Politecnico di Milano et c'est assez étrange. Il y a des espèces de trucs qui pendent sur la façade. On dirait qu'ils ont mis des poutres mais qu'elles servent à rien en fait. Il y a vraiment des profilés métalliques en mode décoration sur la façade. Ça sert à que dalle. C'est super étrange. Là il y a la rue et là il y a des gens qui travaillent. Ça c'est vraiment étrange. Parce que l'endroit de travail commun, il est vraiment en plein air quoi. Ça c'est le bâtiment d'ingénierie. Honnêtement, c'est pas très beau. Honnêtement, c'est pas très beau. Hein. C'est même assez moche. Ouais. Nous, on a eu un exercice introductif qui consistait à imaginer un projet contenu en latence dans un cube parfait. Et j'étais plutôt surpris, parce que c'est un exercice de première année, quoi. Bref, en tout cas, j'ai passé 9 heures à trouver une forme qui me plaisait et à la modéliser sur Rhino. Ah ouais, je me suis pris la tête, vraiment. Ensuite, je l'ai coffré dans du plâtre, et voilà. L'architecture, pour moi, c'est très simple, hein. Elle doit montrer ce qui est déjà là, le vide, la lumière et la topographie originale. Et dans ce but, l'architecte doit être en mesure de sculpter un volume, pas seulement dessiné sur une surface plane, hein, mais de travailler en 3 dimensions, vraiment. Et les profs ont beaucoup aimé mon travail, ils ont trouvé la maquette puissante, et pas mal d'élèves ont dit que c'était de loin la meilleure. Du coup, j'étais plutôt heureux. Voilà la première maquette concept de ce qui serait un grand complexe multifonctionnel avec un musée, avec au moins 10 salles d'exposition, un auditorium, des librairies, un espace public et pas mal d'autres choses. Pour le moment, en gros, le prof me reproche d'être trop formaliste au début de la fonctionnalité, ce qui est un peu une critique classique, quoi, parce que tu fais une maquette qui te fascine en fait, que tu trouves très belle. Mais après, pour moi justement, comme on fait un musée, c'est l'occasion d'imaginer des dispositifs exceptionnels. Et le truc c'est que ça s'est transformé très vite en un jeu de rhétorique, et le prof parlait italien. Et forcément c'était très compliqué de justifier une volonté qui a un rapport par exemple avec les sentiments humains ou un état du corps. Un truc très précis quoi. En vrai, je pense que la radicalité de cette élévation, de ce côté-ci de l'édifice, elle pourrait être hyper intéressante si j'arrivais à la conserver et à la développer quoi. On entrerait par le bâtiment plus bas dans un espace de circulation assez fort, architecturalement parlant,
qui viendrait distribuer tous les programmes. À la base, c'est vraiment un projet de vide, centrifuge, on tournerait autour. Un espace public autour duquel on viendrait construire des choses et on pourrait dire qu'il se passe des choses à l'intérieur, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des gens qui mangent, ou une œuvre d'art posée au milieu. Pour la tour, c'est assez compromis. Il faut savoir que les profs et les assistants, ils veulent que je l'enlève. En vrai, ça pourrait marcher sans, je trouve. Mais je sais pas, j'aime bien sans. Pour le moment, en fait, elle est pas vraiment justifiée. On travaille sans site et c'est dur de trouver une vraie raison d'être à cette tour, si ce n'est que moi je la trouve assez canon, quoi, assez belle. Je verrai. La dernière génération d'architectes n'a plus à se soucier de l'impact destructeur de leur projet. Nous ne pouvons pas les blâmer pour ça. Ils ne pouvaient pas vraiment savoir ce qu'il était à devenir. Ce qui est profondément dérangeant, c'est que certains refusent de remettre en cause leur façon de projeter, parce que cela reviendrait à remettre en cause le savoir sur lequel ils ont bâti leur propre carrière, et par extension, leur propre personne. Imagine, après 30 ans de carrière, apprendre que tes chantiers sont responsables de l'effondrement du vivant, que les matériaux que tu as utilisés se sont infiltrés dans les alvéoles pulmonaires des individus jusqu'à provoquer des cancers. Le béton est le matériau le plus utilisé sur le globe. 8% des émissions de CO2 de l'Anthropocène sont liées à sa production. À la base de sa fabrication, la calcination du carbonate de calcium. La transformation chimique s'opère, les atomes se réassemblent. De l'opération se dégagent deux substances. La chaux vive, soit le composant clé du ciment, et équilibre de la transformation oblige, du CO2. Processus qu'absolument aucun producteur ne s'est détaché. C'est irréfutable, indéniable et intemporel. La production du ciment est indissociable de l'émission massive de dioxyde de carbone. Le secteur du bâtiment est responsable de près de 25% des dégagements de gaz carbonique. Faut repenser chaque système constructif, chaque assemblage. Les écosystèmes, les constructions sociales réfléchies par les sociétés, tout est en danger. Il faut tout réinventer. Et moi, j'ai 20 ans, je ne suis même pas diplômé, et je suis déjà fatigué. J'en suis à la 16e itération, 16 plans, 16 volumétries, 48 vues en coupe, 10 vues intérieures, 25 diagrammes explicatifs, 210 croquis de recherche, 14 maquettes à 3 échelles différentes. Je regarde le dossier projet polytechnico, 16 fichiers AutoCAD, 16 mises en page InDesign, 2000 calques sur Photoshop. Ouais, bref, je dors peu, vraiment trop peu. Et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans des impressions couleurs. Je dois tout recommencer jusqu'à ce que mes plans fonctionnent sans être banal. Les profs et les assistants, ils sont jamais d'accord et ils me poussent à suivre des pistes radicalement différentes. Donc pour l'instant, je recommence et j'espère au moins que la dernière itération, ce sera la bonne et que le projet fonctionnera. Ouais non, t'étais pas au courant du coup de ce que je te racontais ? Ça vient de tomber. François-Henri Pinault, le PDG de Kering, vient d'obtenir la destruction d'un des bâtiments de mon école d'architecture. Parce qu'il lui gâchait la vue de son hôtel particulier. 17% des locaux détruits dans une des écoles d'architecture les plus iconiques de Paris. Celle également où le ratio élève-surface des locaux est le pire. Donc vraiment là où chaque mètre carré est indispensable.
Le Conseil d'État a jugé, et je les cite, que la démolition pure et simple ne nuirait pas à la qualité des enseignements qui y sont dispensés. Le maire du 6e, le ministre de la Culture, les figures de l'architecture française, absolument personne n'en a quelque chose à foutre. Et moi ça me fait m'interroger, est-ce que l'architecte est-il encore capable de la noble tâche qui consisterait à modifier les espaces positivement? Y est-il déjà parvenu auparavant? Henri Lefebvre théorisait le droit à la ville, garantissant à chaque citoyen le droit à une cité qui se régénère, dans laquelle espace public et infrastructures pour tous sont la condition sine qua non de la démocratie. En 2019, un milliardaire très puissant obtint du Conseil d'État la destruction partielle d'une institution publique vieille de plusieurs siècles. Mais un architecte a-t-il déjà modifié un espace positivement, au sens dans l'intérêt général? Quels monuments sont tellement exceptionnels qu'ils ont survécu des siècles, voire des millénaires? Les palais, les tombes des puissants et les temples sacrés. Versailles, Saqqara et encore, le palais Médicis, Grange, pour dire d'adrien. Est-ce que l'architecture sera à devenir autre chose que la démonstration de puissance des pouvoirs dominants? Je ne sais pas. Ah, allô frérot, ça va et toi? Honnêtement, je suis éclaté, je suis crevé, je travaille beaucoup trop. Ça m'intéresse moyennement et ils abordent les choses comme s'ils étaient, c'est comme s'ils étaient constamment à côté de la plaque, comme s'ils avaient oublié que l'essentiel c'est l'architecture. C'est assez horrible. Franchement, je me lève en sachant que je vais passer une journée horrible. Je suis tout seul à Milan, j'ai pas de potes, je suis un zombie parce que je suis fatigué, je fais des insomnies. Je n'ai pas fait depuis mes 14 ans. Des fois je pleure. J'ai abandonné le surf et le snowboard alors que j'aurais pu bâtir ma vie sur ces deux passions. Parce que je voulais devenir un architecte. Je travaille plus que mes potes en école d'ingé ou en médecine. J'ai pas de thunes, je vis mal, je mange mal, je dors mal. Et les archis, on s'en bat les couilles d'eux en France. C'est pas un vieux réquisitoire tout nul, hein. Je blâme personne pour ça, c'est juste comme ça. J'ai tout abandonné pour un diplôme qui est en train de niquer ma santé mentale. Et si je décide de travailler pour une agence prestigieuse, je vais probablement devoir accepter d'être payé au SMIC après 6 ans d'études. Ce que je suis en train de te raconter, les étudiants autour de moi ils le savent tous. Mais là je sors d'une rupture, je suis un seul pote à Milan. Je prends du recul sur l'architecture, sur mon existence, je réalise. Je suis seul, vraiment très seul et forcément je me prends de la violence. Quoi. Et la barre de document de l'histoire, c'est moi qui suis une étudiante.
Nous ne pouvons plus produire, comme nous l'avons fait pendant le formidable développement économique qui caractérise l'après-guerre européenne. Il nous faut compter les quantités de matières premières restantes, il nous faut compter le CO2 émis par chaque action humaine. Nous entrons dans une ère dans laquelle la production industrielle est substituée par la création de biens immatériels. Nous entrons dans une ère dans laquelle les fantastiques machines et manufactures, les zones industrielles et usines titanesques perdent leur sens. Nous entrons dans l'ère post-industrielle. Les infrastructures rendues nécessaires par l'explosion du commerce international et la croissance illimitée demeurent néanmoins vidées de leur sens, sombrant dans les friches. Ce projet porte un sous-texte paradoxal. Ces machines, ces lieux, sont incroyables, mais nous décrivons ici un musée qui, par définition, exhibe des objets qui appartiennent au passé. Les romantiques se sont exaltés d'une nature au caractère mystique et d'une beauté époustouflante. Dans cette architecture, les acteurs s'exaltent d'un formidable patrimoine industriel désuet. Joyeuse entrée à vous, dans l'ère du romantisme post-industriel. Il faut enfin comprendre que nous sommes une génération à qui nous avons décrit toutes les utopies échouées une à une. Tous les mouvements artistiques se sont plantés en croyant annoncer des vérités. Un à un, ils se sont succédés pour devenir aussi absurdes que ceux qu'ils voulaient remplacer. Aucun système n'est viable, et on le sait. Je ne crois ni au militantisme, ni à la politique, ni en Dieu. Néanmoins, une fois que nous réalisons le destin tragique qui nous attend, l'existence prend un tournant bien plus trépidant. C'est quand tu n'as plus rien à perdre que tes actions deviennent intéressantes. De toute façon, on va se battre. Je ne sais pas si ça a fonctionné, si on va réussir à améliorer quoi que ce soit. Mais au moins, on conservera un peu d'honneur. À refuser de servir l'ultralibéralisme, à refuser de servir un système que nous n'avons pas choisi. Et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, on brûlera tout.